Exactement 16h12. Nous faisons des efforts pour parler à Jacques Sada, qui est le président du musée de l'Holocauste, où est survenu un incident de contestation, si on veut, avec différents acteurs, des pros et adversaires d'Israël et des pros et adversaires de la Palestine, n'est-ce pas, pour et contre. Alors, on va parler parce que l'événement devrait avoir lieu au musée de l'Holocauste. Je pense que nous l'avons en ligne grâce au bon travail de notre collaboratrice Junie Limage. Bon après-midi, Monsieur Saada. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Vous Bon. m'entendez bien? Oui, non, parce que moi, je n'avais pas toute la technique de mon côté quand on débute comme ça, là. Alors, Monsieur Saada, cet événement hier au musée de l'Holocauste qui a connu des difficultés, quel est votre commentaire là-dessus? Écoutez, vous et moi, monsieur, nous sommes attachés à la réalité des faits. Le musée de l'Holocauste n'a pas reçu d'invité hier. Le musée de l'Holocauste n'a pas été en cause du tout dans l'activité d'hier. Le musée de l'Holocauste n'a pas invité ces jeunes personnes à venir parler. Ces personnes sont venues parler à la fédération CJA, qui est l'organisme parapluie. Ce sont des jeunes qui sont venus parler de ce qui s'est passé après le 7 octobre en Israël. Donc le fait de dire que le musée a accueilli ces gens-là est faux, simplement. Oh, quand je vous dis, vous n'avez aucune idée, Monsieur Saada, que je suis heureux d'entendre ça de votre part. Cette précision extrêmement importante parce que moi, je me posais la question, est-ce que c'était justement le moment? Je ne veux pas dire jamais, 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 mais compte tenu de l'état de la situation, est-ce que c'était un moment bien choisi? Et vous avez répondu, c'est pas le musée de l'Holocauste qui a invité personne, surtout des soldats au moment où on se parle, des Non, soldats non, israéliens. j'ai pas dit surtout des soldats israéliens. Je dis qu'on a invité personne. Maintenant, si vous me permettez une deuxième précision. Vous OK. savez en Israël, tout le monde est appelé à faire son service militaire à un moment ou à un autre. Donc, ça veut dire que tous les jeunes ont été, à un moment donné, des soldats israéliens. Les gens qui sont venus hier sont des jeunes qui avaient fini leur service depuis longtemps, qui n'étaient pas dans l'armée. Donc, quand j'ai dit que nous n'avons reçu personne, nous n'avons invité personne, effectivement. Mais les jeunes qui ont été invités par la fédération CJA à venir les rencontrer, dans le complexe d'ailleurs, où il y a aussi le musée, c'était pas des soldats qu'ils invitaient, c'était des jeunes qu'ils invitaient pour venir parler de leurs expériences au 7 octobre et après le 7 octobre. Comme on le sait, il y a eu un gros pogrom et il y a eu des retombées humaines absolument épouvantables à tout cela. Ah, C'est de là qu'on veut parler, et alors, non pas de l'état militaire. Alors, expliquez-nous, Monsieur Saada, pourquoi l'information, parce qu'il n'y a pas eu de communiqué, en tout cas moi, à la radio, on n'en a pas reçu pour dire, voilà l'événement qui va se passer. Donc, on se fie à l'écrit, et l'écrit du journal, probablement la presse, n'est-ce pas, qui est une Oui. source généralement fiable. Pourquoi ça s'est tourné comme ça? Pourquoi ils ont parlé de soldats alors qu'il n'en était rien, là? Oui, je crois que ce serait peut-être à eux de répondre à cette question-là et surtout de répondre au fait que, et vous avez raison de dire qu'en général la presse est bien documentée, mais je crois que là, la journaliste qui a produit cet article a commis une erreur professionnelle. Parce qu'il aurait fallu seulement qu'elle téléphone au musée de l'Holocauste pour avoir sa version des choses et elle aurait su, et l'article n'aurait jamais été produit de cette façon-là. Là, en faisant ce qu'elle a fait, et je comprends que des fois on commet une erreur, personne n'est infaillible, même les journalistes. Mais cette erreur-là fait en sorte que la presse apparaît comme une espèce de porte-parole d'organisations qui sont extrêmement préoccupantes
non pas seulement pour les Juifs, mais pour l'ensemble de notre communauté. Je vous rappelle que dans l'organisation de cette manifestation hier, il y avait en particulier deux grands organismes, l'un qui s'appelle le SPHR, qui veut dire Solidarity for Palestinian Human Rights. Cette organisation-là a applaudi Adil Sharkawi quand il a lancé un appel à l'éradication des Juifs à Montréal il n'y a pas longtemps. Donc, quand on parle de la deuxième grande organisation, enfin quand je dis grande, c'est un bien grand mot, mais principale, si vous voulez, de l'organisation d'hier, qui s'appelle Voix juive indépendante, qui est une organisation extrêmement marginale, cette organisation-là n'a pas cru bon d'éviter de porter atteinte à la réputation du musée. Vous savez que le musée de l'Holocauste est une institution internationalement reconnue pour sa lutte à l'antisémitisme et à la haine sous toutes leurs formes, la lutte contre tous les racismes. Ces programmes sont utilisés par des milliers d'enseignants à travers le monde. Ce musée-là est reconnu mondialement pour ses efforts de rapprochement intercommunautaire. Alors, de laisser cette organisation-là, qui s'appelle la Voix juive, les Voix juives indépendantes, venir dire quelque chose d'aussi affreux, et je cite, « C'est honteux d'accueillir des auteurs d'un nettoyage ethnique dans un lieu destiné à honorer des victimes d'un génocide. » Quand on entend une organisation dire ces paroles-là, alors qu'en fait, nous n'avons rien à voir dans ce qui s'est passé hier, nous n'avons invité personne, je le répète, et que le journaliste ou la journaliste reprenne ces propos-là sans les vérifier, je pense que vos auditeurs vont commencer à se poser des questions sérieuses sur la crédibilité de cette organisation et de ces organisations-là. Tel que je connais Jacques Saada, il va y avoir une lettre de demande de replacer ses propos, en tout cas de changement de ton, d'apporter des modifications qui va arriver à la presse, non? Oui, alors absolument. En fait, je vous parle alors qu'il y a à peine un quart d'heure, 20 minutes, j'ai donné mon autorisation pour un communiqué de presse final qui est en voie de traduction et qui va être envoyé dans les médias. Et dans ce communiqué, je reprends non seulement les termes que je viens d'employer, mais aussi je remets les choses en contexte. Je crois qu'il y a tellement de haine dans l'air actuellement, il y a tellement d'agressivité dans l'air, il y a tellement de recrudescence d'actes antisémites et de propos extrêmement manichéens, très, très, très agressifs, qu'une fois de temps en temps, ça serait bien que les gens prennent leurs responsabilités et qu'au lieu d'allumer les feux encore plus, prennent un peu le temps d'essayer de calmer un peu le jeu. Je me serais attendu à des organisations qui prétendent vouloir la paix, qu'elles essayent de modérer un peu les choses et non pas d'allumer les feux ou de jeter de l'huile sur le feu. Je crois que, vous savez, une personne qui, comme moi, et je représente un musée avec beaucoup de fierté, a toujours été attachée au rapprochement entre les gens, à la confiance dans les gens. J'ai toujours, d'ailleurs, sur le plan du Proche-Orient, et vous le savez, on en a déjà parlé, vous et moi, M. Pierre, j'ai toujours été en faveur de deux États vivant côte à côte dans la paix et avec des droits pour les minorités qui soient les mêmes d'un côté et de l'autre, en particulier pour les femmes. Pour moi, qui suis un humaniste dans l'âme, je suis profondément choqué que la vérité soit transcendée par des on-dit, par des approximations et par des incendies qu'on allume volontairement sans savoir jusqu'où ça peut aller. C'est très grave, c'est très très grave. Non, mais peut-être aussi, il faut voir le verre à moitié rempli, Monsieur Saada. Peut-être, étant donné que tout le monde est confronté à une réalité aujourd'hui, dans la salle de rédaction à la presse, on doit certainement se poser des questions et essayer même, avant de recevoir le communiqué, de trouver comment s'excuser ou je ne sais quoi. Et tout le monde aura appris et puis on fera un peu peut-être plus attention la prochaine fois, non? Oui, tout à fait. Écoutez, je ne veux pas que ce que je viens de dire à propos des propos incendiaires retombe sur les épaules de la journaliste. Je pense qu'elle a commis une erreur, la presse va le savoir. Je pense en particulier à ces organisations qui organisent des manifestations. Hier, par exemple, c'était des manifestations qui étaient très caractéristiquement antisémites. C'était contre des juifs, c'était contre des institutions juives. Quand on nous reproche à nous de ne pas faire notre travail à la mémoire des 6 millions de juifs qui sont morts dans l'Holocauste, et qu'on vienne nous dire que, en fait, pour nous, un deux poids, deux mesures
sur des bases absolument fausses, c'est eux que j'accuse d'allumer l'incendie. La journaliste a fait une erreur, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, mais écoutez, personne n'est parfait, chacun fait de son mieux, et puis des fois il arrive de faire des erreurs. C'est pas mal intentionné, je ne pense pas. Ce qui est mal intentionné, c'est l'initiative prise par ces organisations-là, qui ont d'ailleurs convaincu Concordia, qui devait au départ recevoir ces jeunes-là. Et Concordia a privé ces jeunes-là du droit de parole. À l'université Concordia, les autorités ont décidé de ne pas recevoir ces jeunes qui devaient venir parler de leur expérience. Alors, expliquez-moi comment on peut accepter qu'il y ait deux poids, deux mesures. Concordia refuse de laisser des jeunes s'exprimer d'une façon très correcte et honnête sur une réalité qu'ils vivent eux-mêmes de leur côté à eux des choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas deux côtés à une médaille, mais ça veut dire qu'on écoute les gens avec respect et dans la dignité. Et c'est peut-être... Concordia a refusé ça. Mais M. Saada, c'est peut-être aussi la conjoncture, le contexte. Lorsqu'on s'est parlé, on était peut-être au milieu de cette guerre, on est comme un mois plus tard, et puis on voit la tournure des événements. Vous et moi, là, comme humanistes, on doit avoir vraiment un dépit de la situation, n'est-ce pas? Et il est grand Absolument. temps que ça arrête, M. Saada. Et si jamais le musée de l'Holocauste aurait invité des soldats, comme c'est dit là, ben, il y aurait eu des manifestations. Moi-même, j'aurais été manifesté parce que c'est peut-être pas le temps. À un moment donné, c'est le temps. Un autre moment, c'est pas le temps, non? Mais on est d'accord, monsieur. Le musée n'a jamais invité des soldats. Non, non, je suis d'accord avec vous. C'est l'information qui a été biaisée, quoi. Oui, oui, absolument, absolument. Écoutez, vous et moi et tout le monde, nous sommes révoltés devant ce qui se passe actuellement. Nous sommes révoltés de voir à quel point l'information est trafiquée, et j'emploie le mot de façon très, très précise. Trafiquée, corrompue, aménagée en fonction des intentions propagandistes beaucoup plus que des intentions historiques ou réelles. Je vois tout ça et je me dis, quelque part, il faut que ça cesse. Quand je vois qu'au Proche-Orient, et je comprends très très bien la douleur que vivent tellement de gens, écoutez, je n'ai pas besoin de l'expliquer longtemps, vous savez que je le pense vraiment. Mais quand je vois la douleur que vivent tous ces gens-là, et je me dis, mais comment est-ce qu'on est arrivé à un point où on est en train d'essayer de négocier des échanges entre des gens qui sont des civils, qui étaient chez eux tranquillement et qui ont été kidnappés par une organisation terroriste, qu'on veut échanger ça contre ces gens-là contre des gens qui ont commis des crimes. Expliquez-moi dans quelle logique on s'inscrit quand on fait ça. Alors, moi je vous dis, Monsieur Pierre, je sais votre humanisme, vous connaissez le mien. Vous savez très bien que vous et moi, nous sommes extrêmement préoccupés et attristés de ce qui se passe actuellement à Gaza. Nous le savons tous. Nous sommes tous extrêmement inquiets et nous regrettons tous ce qui se passe. Mais n'oublions pas d'où ça vient, pourquoi c'est venu. Et n'oublions surtout pas que ce n'est pas une raison pour laisser libre cours à l'antisémitisme partout à travers le monde. Nous vivons à Montréal. À Montréal, il n'y a aucune raison à l'antisémitisme. Comme je l'avais déjà dit et quelquefois, il n'y a aucune justification de l'antisémitisme. Il n'y a que des prétextes. Et encore une fois, on a un autre prétexte. Et encore une fois, on vise les juifs. Et à raison ou à tort, je vous laisse vous-même prendre les conclusions qu'il faut, mais elles sont évidentes à mon sens. Dernière question, parce que les gens, et c'était là aussi mon interrogation, hein, ma recherchiste m'a dit que vous êtes à des kilomètres de Montréal, je me dis, oh, la veille, il y a cet événement-là, M. Saada qui serait à l'extérieur. J'avais un doute, mais cela dit, M. Saada, je vous ai posé la question à la première entrevue. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul. Par rapport à cette guerre, est-ce qu'il ne faudrait pas que les associations défendant les droits des Juifs ici à Montréal puissent prendre aussi du recul par rapport à la politique qui se joue sur le terrain avec des cadavres et des cadavres et des cadavres? Écoutez, la réponse à votre question, elle est simple. La réponse, c'est oui. Mais le recul qu'on doit prendre doit tenir compte du fait
qu'une organisation terroriste détient des otages, des civils, des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des femmes, que cette organisation-là veut négocier le retour de ces gens-là contre des criminels, que nous ne pouvons pas nous permettre le luxe, comme défenseurs des droits de la personne, d'attendre que le Hamas reprenne dans 1 an, dans 2 ans, des opérations qu'il a eues et qui ont mené au pogrom qu'on a vécu le 7 octobre. Il y a quelque part des décisions pragmatiques à prendre. Je regrette tellement le fait qu'on se sert d'enfants comme bouclier humain, le fait qu'on extermine, d'ailleurs le Hamas lui-même, et nous en avons les preuves, extermine des Gazaouis eux-mêmes qui refusent leur autorité dictatoriale. Je veux dire, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Alors, la réponse à votre question, c'est oui, mais comment faire? Comment faire? Comment marginaliser le Hamas? Si le Hamas rend les otages et laisse tomber les armes, nous avons des possibilités de solutions à très court terme et le massacre s'arrêterait instantanément ou presque. Et je vous assure que je serais très, très, très heureux, mais étant donné que vous et moi, là, on est un petit peu plus sages, n'est-ce pas, en disant que dans le doute, on s'abstient. Moi, j'ai de sérieux doutes qu'on est en train d'éradiquer le Hamas depuis les 4 mois de cette guerre. Et pourtant, tous les jours, on voit des civils et des jeunes enfants, etc., etc. Dans le doute, on s'abstient, pas vrai? Absolument, mais vous et moi, nous savons très bien qu'on n'est pas sur le terrain, et donc il est difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est arrangé, ce qui n'est pas arrangé. Mais une chose est certaine, c'est que toutes les images que nous recevons de sources crédibles montrent effectivement l'envergure de la structure terroriste qui a mené à ce massacre du 7 octobre et qui a déclenché une guerre, et comme toutes les guerres, elle est épouvantable. Et on le regrette infiniment, vous et moi. Jacques Sarda, président du Musée de l'Holocauste de Montréal, je vous remercie. Toujours un plaisir de vous parler entre gentlemen, Monsieur Sarda. Vous êtes extrêmement aimable. Et je dois vous dire que le plaisir est réciproque, M. Pierre. Merci, au revoir. Merci à vous. Et Au puis, revoir. au revoir.